Bonjour, bonsoir, pas bonsoir. Juste bonjour pour l'instant. Écoutez, je l'avais déjà dit hier, mais je suis toujours ravie de vous voir dans cette salle aujourd'hui. Pour ce festival de rentrée, comme vous l'imaginez, on n'a pas vraiment, je pense, remis en question à aucun moment de faire ce festival, mais c'est vrai qu'étant donné, voilà, on va vous faire l'histoire, tout ce qu'on vient tous de traverser, tous et toutes, et puis peut-être pas totalement terminé d'ailleurs. On est d'autant plus heureux de voir que ça fonctionne, que vous êtes au rendez-vous, quand on vous propose des rencontres toutes assez différentes les unes des autres sur des films qu'on a tous beaucoup aimés et qui sont tous aussi très très variés avec le plaisir du spectateur, je pense, comme axe premier. Donc j'espère que vous partagez de séance en séance ce plaisir. Pour ceux qui viennent pour la première séance du festival, je vous souhaite aussi la bienvenue. Donc le festival de rentrée de l'association Rancaro Méliès, l'association de spectateurs du cinéma. Je salue les membres présents et le jury. Bonjour le jury. Ça va le jury? Ça délibère bien, c'est... Voilà. Vous êtes pas encore engueulés là, si? Un petit peu? Non, toujours pas. Vous êtes un jury exemplaire, alors je vous félicite. Voilà. Et alors donc le film qu'on va vous proposer tout de suite fait partie des films qui ont dû être déprogrammés en raison des derniers événements et qui ont été comme ça un petit peu dans un vrai flottement et qu'on est d'autant plus heureux de vous présenter aujourd'hui. Voilà. On a eu une petite déception avec l'annonce que finalement Julie Tchana ne pourrait pas être des nôtres pour des raisons de calendrier de tournage qui se sont décalés au dernier moment. Et une grande joie d'apprendre que la réalisatrice Keren Ben Raphael, qui a priori avait très très peu de chance de pouvoir nous rejoindre, sera finalement là à l'issue de la rencontre. Et tout de suite, je vous propose d'accueillir la productrice du film Delphine Bedroubi et la scénariste Élise Bedroubi. Merci Marie, on est ravis d'être à Montreuil, salle mythique si l'on est. Donc moi je suis la productrice et Élise est la scénariste, on est sœurs, on a fait Fémis ensemble avec Keren qui est la réalisatrice qui viendra à la fin vous parler. Et donc c'est un film qu'on a porté pendant peu de temps mais beaucoup d'énergie, qui était à Venise l'année dernière et qui donc devait sortir en avril et sort le 30 septembre, donc la semaine dans 10 jours. Donc on est content parce que les avant-premières reprennent et on est ravis de commencer par Montreuil. Et donc on aura à vous parler du film à la fin. On a eu plein de questions, je pense. Je ne dirai pas grand-chose de plus parce que je ne vais rien révéler du film que vous allez voir. J'espère qu'il vous plaira et je vous souhaite une bonne projection. Merci beaucoup. Keren Ben Raphael. Accompagnée de Delphine et Élise Bedroubi. Oui, le jury, j'avais prévu nos invités, le jury sort pour délibérer, hélas. Voilà, c'est la dure vie du jury. Merci beaucoup, Keren, d'avoir pu nous rejoindre. L'extrémiste, c'est vraiment un vrai plaisir, comme je disais en introduction. Je vais poser là où quelques premières questions. Je vous laisse le temps d'émerger, mais n'hésitez pas à solliciter la parole dès que vous en avez envie. Moi, j'ai peut-être une première question pour vous et puis pour Élise aussi, sur le désir de départ, puisque vous avez écrit ce film ensemble, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a un désir
dans l'écriture d'écrire avec la stimulation d'une contrainte qui est celle d'avoir ces scènes par écran interposées tout le long du film, de raconter une histoire d'amour très moderne dans cet environnement très particulier de Skype. Quel a été, parmi ces deux éléments, peut-être un troisième, le désir initial de raconter cette histoire? Et donc d'abord, bonsoir et merci beaucoup d'être là. Je suis ravie d'être dans une salle réelle et pas devant des Zooms ou des Skype, qui est devenu une habitude. En effet, le désir de faire ce film, c'est venu dans sa totalité de ce qu'on voit, c'est-à-dire de raconter l'histoire d'un couple qui vit un moment de distance forcée et du coup qui communique par des appels vidéo. Et en fait, on avait déjà en tête, en écrivant, comment on va filmer. Donc, c'est-à-dire que l'idée de travailler avec des écrans, comme si le caméra, c'est une caméra de Skype, était là déjà à l'écriture. Donc, ça influençait beaucoup l'écriture. On était contraintes, en effet. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous a donné aussi, en fin de compte, beaucoup de liberté, comme ça arrive souvent. Mais ça a vraiment été là dans tout le travail de recherche, comment raconter une histoire qui sera assez riche et profonde, en fait, alors qu'on est quand même tout le temps coincé dans ces cadres assez restreints. Oui, non, mais t'as très bien dit. Oui, c'est vrai que ça nous a pas mal aidé pour la narration, d'avoir cette contrainte, puis comment on fait rentrer les personnages secondaires, ceux qui n'ont pas appelé, ou qui n'ont pas été appelés par les personnages principaux. Et après, c'était ça qui était passionnant à l'écriture, c'était de se dire, raconter une histoire d'amour à distance et qu'on sente l'amour, qu'on ait de l'empathie pour les personnages alors qu'on les voit dans un cadre restreint. Donc moi je crois que ça a été quand même assez inspirant en fait, ce cadre. Ça a été très inspirant. Parce que dès le début, on sent vraiment le plaisir du jeu avec cette contrainte-là. Dans la scène d'ouverture où il y a quand même encore un doute par l'uniformisation des couleurs, ça pourrait être un genre de contre-champ où voilà, vous jouez avec cette limite-là. Et là intervient, comme tu disais, des films, alors je ne sais pas si c'est pas un personnage secondaire, mais un personnage autre, le hors-champ intervient, et il y a ce jeu aussi avec le hors-champ du bébé qui casse un petit peu, qui décentre le couple. Et il y a tout le long du film justement ce jeu du couple qui est centré puis décentré par le hors-champ. Enfin, voilà. Donc cette idée de passer de cette première scène, avec ce doute sur la distance, à ensuite vraiment des décors très différents. C'était aussi pour jouer un peu avec le spectateur au début, pour qu'il y ait ce doute. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'au début, on savait que quand on rentre dans un film, on ne sait pas très bien encore où on est. Et on voulait laisser un peu le doute à ce moment-là. Et on a beaucoup travaillé cette scène, en effet, dans ce sens-là. Et c'est drôle parce que parfois, je reçois encore des réactions des gens qui pensent que c'est une scène réelle, où ils sont ensemble. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Et il y a plusieurs moments comme ça dans le film où les doutes restent, dans la fin, mais où les doutes restent un peu comme ça, un peu au spectateur de se raconter le film, en fait. Mais c'est vrai que cette manière de filmer, ce qu'on a découvert peu à peu, et nous, on voulait vraiment rendre les appels vidéo cinématographiques. C'est-à-dire que l'idée, c'était comment, alors qu'on commence par quelque chose qui est pas très riche, en fait, quand on pense à des appels vidéo, c'est quelque chose qui est assez basique, en fait, souvent fixe, et même quand ça bouge, c'est souvent pas super beau et tout. Et l'idée était de pousser ça vers quelque chose de plus cinématographique, d'utiliser ça au mieux, en fait. Donc ça, c'est un travail qui était déjà d'abord à l'écriture, et puis ensuite, bien évidemment, au découpage, et au travail avec le chef opérateur et tout ça, c'est comment créer
dans le cadre. Par exemple, même dans cette première scène, elle s'en va. On voit tout d'un coup, elle allume une lumière. Tout d'un coup, il y a un arrière-champ. Alors que le cadre était assez, au départ, assez comme ça, basique. En fait, on voyait qu'elle, très proche. Et tout d'un coup, on voit un peu plus l'appartement, on sent un peu plus où on est. Et ça, c'est des jeux, en effet, qu'on a essayé de créer tout au long du film. C'est comme des petites surprises, comme ça, qu'on s'est rendu compte que c'est avec ça qu'on peut jouer dans ce film-là. C'est ça un peu notre matière, en fait. Et un champ, la profondeur de champ. Et alors, bon, bien sûr, une pensée, je pense, enfin, je ne sais pas si elle vous est toute venue en tête, mais de la résonance du film avec les périodes qu'on a tous et toutes traversées, c'est assez extraordinaire en fait, parce que moi, j'ai vu le film au mois de décembre en fait au Festival des Arts, et puis je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il n'avait pas la même, enfin, j'ai aimé les deux fois, mais avec quelque chose de très différent, parce qu'en fait ces images, cette idée de la relation à distance, elle s'est vraiment concrétisée pour plein de gens, et je pense qu'il y a une résonance encore plus. Je sais pas, vous avez une boule de cristal, ça s'est passé comment? Parce que c'est fou, quoi. On n'est pas responsable du coronavirus, ni du confinement, voilà, je tiens à le dire. Mais c'est vrai, je te racontais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est une période qui est assez drôle et qu'on est tous amenés un peu à le vivre. Je crois que la plupart des mondes ont fait pendant cette période au moins un appel vidéo, voire beaucoup plus, on s'est habitué à ça. Et moi, c'est vrai que les derniers 6 mois, je présente les films en ligne, beaucoup, dans des festivals dans le monde entier. Et comme je racontais, ça aussi, ça crée des choses qui moi-même me ramènent au film d'une manière assez drôle. Et je vous raconte cette anecdote où en fait, hier, j'ai présenté le film et j'étais chez moi, j'étais en Israël d'ailleurs hier, et j'ai présenté le film au Japon. Et donc, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un tout petit bébé de 3 semaines, et en fait, au moment de présentation, il fallait que je lui donne un tété. Donc en fait, j'ai mis les cadres comme ça, un peu haut, et on ne voyait pas, et en fait, donc, je la laissais téter. Elle était assez longtemps, donc ça durait 25 minutes, presque tout au long de Q&A. Et en fait, à un moment, elle s'est arrêtée, elle s'est mise à pleurnicher un peu, donc il fallait que je fasse rôter. Et donc là, il y avait le japonais dans le salle qui tout d'un coup découvre que j'ai un petit bébé, parce qu'on ne s'est pas du tout parlé avant. Et que comme un japonais, voilà, il s'est mis à faire oh, 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 comme ça, très excité. Et j'ai trouvé finalement que c'était très drôle aussi par rapport au film, parce que je leur ai fait une surprise en fait, un peu comme on fait dans le film. C'est-à-dire que c'était un hors-champ. Ils ne savaient pas du tout, peut-être que j'ai un peu regardé parfois en bas, et ils ne comprenaient pas pourquoi, mais ils ne savaient pas du tout pourquoi il y a cette... peut-être un petit décalage, peut-être qu'ils n'ont pas vu. Et finalement, d'un coup, il y a un bébé, en fait. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment ça. Ton enfant a déjà un super sens du timing. Il se met à pleurer. Peut-être une question aussi pour Delphine. Ce film, alors avec 2 acteurs, Judith Chemla, qui est une actrice assez connue, Ariel Wortalter, qui aussi commence à tourner mal, mais avec... cette contrainte d'image, d'écriture, est-ce que ça rend la production un petit peu plus compliquée d'être sur un film comme ça avec une extrême singularité, disons, esthétique ou pas? Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est un film dont on a gagné le financement par un concours de la Biennale de Venise, où il fallait faire un film avec 150 000 €, c'est-à-dire le budget d'un gros court-métrage. Et nous, on a fait ce film. Du coup, il y avait des énormes contraintes, effectivement, de très très peu de budget, mais qui semblaient aller avec ce film, puisqu'il est fait... sauf qu'en fait, on a fait 2 tournages, un tournage en Israël, un tournage en France, beaucoup de contraintes techniques, donc en fait, c'était assez compliqué, mais Karen est très forte. Et puis, effectivement, on a du coup resserré beaucoup le plan de travail. On n'a fait que 3 semaines de tournage. Enfin, c'était vraiment très, très restreint. Et ce qui, du coup, apporte aussi pas mal de liberté quand même. C'est-à-dire qu'on aimerait avoir plus d'argent, plus
de temps pour pouvoir travailler, mais ça permet d'être plus, d'être plus productif, plus inventif, d'avoir. Moi, c'était aussi toutes les idées de tourner un faux Skype, puisqu'ils sinon ils jouent jamais ensemble. Donc on a créé tout avec Karen, on a réfléchi avec l'idée de. Il y a pas mal de scènes où ils se parlent avec des oreillettes et ensuite d'autres scènes où ils voient la vidéo qui a déjà été tournée. Donc c'est assez. Il a fallu réfléchir à plein de choses, mais on a l'habitude de travailler ensemble. On a fait beaucoup de courts-métrages ensemble et on se connaît très bien, donc ça aide aussi. C'est de la production un peu restreinte et familiale, mais d'autant plus inventive, effectivement. Et joyeuse. Et joyeuse, ça. Et Parce que Karen, elle vient d'avoir l'idée. Moi, j'ai accouché la première semaine de tournage. Donc, voilà. Vous êtes des mots. Et le bébé dans le film, c'est le bébé de leur sœur. Voilà. Donc tout est dans la famille. Mais peut-être c'est quand même intéressant de dire un peu plus sur cette histoire de comment on a filmé, parce que je sais que c'est une question qui revient souvent. Et en fait, donc c'est quelque chose qu'on s'est posé beaucoup la question. On ne pouvait pas tourner vraiment Skype, enfin vraiment un appel vidéo, parce que donc techniquement ce ne serait pas très beau. Et même si à des moments je rêvais même à ça, enfin je me suis demandé comment exactement faire. Et donc en fait, une manière qu'on a trouvée, c'est qu'en fait on avait recréé le chambre des Yuval dans la maison de ses parents. On l'avait créé à l'intérieur de l'appartement parisien, ce qui nous a permis de filmer, je crois, 4 jours de toutes les scènes où il est dans la chambre, et elle est quelque part dans l'appartement, et que du coup ils jouaient ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 2 caméras, ils avaient des petits écrans pour pouvoir se voir, et des petites oreillettes pour s'entendre. Et donc c'était vraiment les moments où ils pouvaient jouer ensemble. C'était ces 4 jours-là. Tout le reste, c'était avec soit des playbacks, et parfois l'autre comédien pouvait venir pour donner la réplique, parfois c'était d'autres personnes qui donnaient la réplique, parfois ils jouaient face à rien, quand c'était des scènes qui nécessitaient pas forcément, ils étaient tellement, c'est des moments dans les films où ils sont tellement loin, de toute façon ils se parlent tellement plus, qu'en fait c'était même pas obligé d'avoir quelqu'un. Et ça donnait du coup une variation assez intéressante. Et je crois que même pour les comédiens, je me rappelle quand, par exemple, Naomi Lebowski faisait sa journée de tournage, elle adorait, c'est-à-dire que tout d'un coup, de jouer autrement que ce qu'ils sont habitués, c'est-à-dire qu'elle a sa scène où elle parle avec sa fille par vidéocall, en fait, elle a fait ça devant un playback. Et il y avait 5 ou 6 différents playbacks, et en fait elle a adoré pouvoir jouer comme ça. C'est vrai que c'est très différent et ça donne autre chose en fait. Le sens du rythme est différent, enfin tout est très différent. De jouer en face d'un playback, ça veut dire que d'une certaine manière c'est pas vivant, parce qu'il y a un côté de la scène qui est déjà fait, et en même temps ça crée des décalages super intéressants, parce qu'on ne sait pas exactement ce que va dire la personne, et parfois ça crée comme une sorte de discours d'aveugle. Ils ne savent pas, ça se répond pas vraiment, quoi. Donc voilà. Ce qui colle plutôt bien à la relation du coup de Julie et sa mère. Oui, tout à fait. Mais en effet, on avait souvent réfléchi, scène par scène, qu'est-ce qui va le rendre le mieux? Est-ce qu'ici, une vraie communication est obligatoire, donc c'est-à-dire la possibilité de vraiment jouer avec l'autre comédien, ou est-ce qu'ici c'est plus intéressant justement le décalage du playback ou d'avoir personne en fait? Bonsoir, j'ai 2 questions. Première, comment s'est faite la rencontre avec Ariel Wozowski, c'est ça? Et... Ariel, c'est ça? Ariel Wozowski, oui. Voilà. Et la deuxième question, comment il s'est fait le casting par rapport à le rôle de... Comment ça s'appelle? Ariel? Ariel Protecteur, c'est ça. Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, quand on écrivait le film, on s'imaginait un comédien israélien.
on ne pensait pas du tout à Ariel, je crois que je ne connaissais même pas à l'époque. Et voilà, un Israélien qui devait parler français. Donc moi, j'en ai trouvé 3 ou 4. Et je les ai tous rencontrés. Et en fait, c'était pas précis. C'était pas exactement ce que je cherchais. Donc je ne savais pas très bien quoi faire. Voilà. Et là, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'Ariel, qui m'avait dit, tiens, je crois qu'il sait parler hébreu. Et en fait, je me rappelais que j'ai vu ces comédiens dans le film Girl. Oui, parce qu'il est belge, en fait. Voilà, il est belge. Donc il est francophone, mais il parlait Belge, juif, donc, qui a ses grands-parents qui habitent en Israël, qui a toujours un peu été dans le comité juif de Belgique, et qui a donc appris l'hébreu, et vraiment bien. Toute son adolescence et tout ça, il venait souvent en Israël. Et donc moi, je me rappelais du coup que je l'ai vu dans le film Girl, qui est un film belge qui est sorti 1 ou 2 ans avant, et qui est un film extraordinaire, et dans lequel il fait un rôle d'un père, en fait, super. Mais pas du tout le même genre, mais un super rôle. Et donc j'étais très excitée par cette idée, et j'attendais sa réponse comme ça, voilà. Et en fait, il a beaucoup aimé les scénarios, et ça allait très facilement. Et ensuite, quand je voulais voir les deux ensemble, ce qui était assez drôle, c'est que donc, j'étais à Tel Aviv, il était en Belgique, Judith était à Paris, et donc on a fait un Skype, bien évidemment, et c'est comme ça qu'il s'était fait le premier essai commun, et ça crée quelque chose d'assez intéressant, ça marchait très bien tout de suite, entre eux, comme ça en distance, mais par contre, quand on se retrouvait tous pour faire les répétitions avant le tournage, on s'est rendu compte que sans l'écran, il manque quelque chose. C'est-à-dire que la relation était juste quand il y avait l'écran qui les séparait. Donc en fait, si on essayait de jouer la scène comme ça, normal, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Il fallait les mettre dans 2 chambres différents. Et bien, on le répète, on a fait avec n'importe quoi. On a utilisé des téléphones, on a fait un vrai Skype ou n'importe quoi. Et en fait, dès qu'il y avait cette... j'appelle ça le mur de séparation, bah, du coup, ça marchait en fait. Quelque chose comme ça de magie de leur relation, c'est créé par l'écran. Parce qu'il a fait plusieurs films, et il est super. Dans chaque film qu'il a fait, il est super fort. Ouais. Chaque texte qu'il fait, il est super fort. Ouais, je suis assez d'accord, il est très différent, il a une variété, et en fait, il peut aussi jouer beaucoup de différentes nationalités. Et ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, pour le petit, voilà, il est le grand-père dans le film, c'est son vrai grand-père. Qui vit en Israël, et qui joue pour la première fois, qui était ravi de jouer avec son petit-fils. Alors oui, parce qu'il y avait sur le casting. Ben, Judith, Gemma. Oui, Judith, en fait, elle était en tête, on l'avait en tête avant. C'est-à-dire que je l'ai connue par Élise qui avait tourné avec elle un petit court-métrage et on l'adore en fait. Et en fait, on cherchait vraiment quelqu'un qui pourrait, comment dire, un peu remplir l'écran, parce que c'est un rôle qui nécessite une sorte de présence au-delà d'un truc normal, parce qu'elle tient le cadre toute seule la plupart du temps, et avec beaucoup de profondeur de réaction. Et c'est vrai qu'elle répondait entièrement à ça. En fait, Judith, c'était un peu une évidence. En fait. Et quand je les ai vus ensemble, c'était tout à fait une évidence. Puisque Judith, son rôle est tout le temps chez elle, à part la fois où elle est chez la mère, mais elle est tout le temps, c'était l'idée que cette femme, elle est enfermée aussi, et qu'elle est tout le temps enfermée chez elle, alors que lui, il est à la plage avec les copains, il sort. C'était cette idée aussi que... Donc il fallait effectivement une comédienne qui remplisse bien un cadre qui reste tout le temps fixe et qui est tout le temps même aussi. L'idée aussi que quand elle n'est pas chez elle, il y a son prolongement, le visiteur, il y a l'enfant qui la retient. Ce jeune comédien aussi, il est assez... j'ai oublié son nom, c'est le frère de Nisha.
Cassie Schneider. Schneider. Je trouve c'est une des scènes qui apporte de l'humour. C'est quand même aussi beaucoup d'humour dans le film. Malgré le côté un peu mélancolique. Cette façon, cette espèce de non-jeu qu'il a en fait, de statisme, je trouve ça vraiment une superbe idée. Justement, lui, il est enfermé dans ce cadre. Et il est, voilà, vous l'avez trouvé comment celui-là? Ouais, c'était un casting assez classique en fait. J'en ai vu une dizaine, je crois, peut-être même pas. Mais voilà. Et j'avoue que moi, au début, j'étais pas sûre. Et c'est les deux là qui ont vu tout de suite. Il est trop beau. C'est lui. Et en fait, j'ai vu ça m'a pris un peu de temps, mais souvent ça m'arrive comme ça, ils prennent un peu de temps. Mais c'est vrai qu'il a une présence qui est assez folle en fait. Il a un truc comme ça, de présence de la manière qu'il tient son corps, d'une certaine manière aussi le fait qu'il ait la conscience ou pas conscience qu'il a de sa physique. C'est étrange aussi, je trouve. C'est pas donc les voir avec un bébé après. Très bizarre aussi, j'ai l'impression, je crois que c'était peut-être la première fois qu'il prenait un bébé dans le bras. Pour un babysitter. Encore à la fin, que je trouve vraiment incroyable dans le sens du terme, c'est-à-dire que je n'arrive pas à y croire. Je me dis peut-être, en fait, c'était comment ils se sont rencontrés au départ. Voilà. Oui, mais. Oui, aussi. Voilà, je me posais cette question-là. Oui, la fin était une vraie question, notamment parce qu'il y a la scène qui précède cette fin, qui est la scène un peu violente où elle laisse le bébé. Et on peut se demander aussi, est-ce que c'est leur fin? Est-ce que c'est la fin de leur relation? Je crois, question à laquelle Élise va répondre, oui, c'est la fin de leur relation. Et moi, je vais dire, je ne sais pas. Non, mais en le revoyant aujourd'hui, je suis plus très sûre. C'est la fin. Ouais, je suis plus très sûre que ce soit la fin. Ah, Parce que je l'ai revu là. Très bien. En plus, moi j'aime bien quand un film laisse suspendre un peu une question à la fin. Et j'ai tendance à faire ça. Je ne sais pas si c'est bien, mais voilà, j'aime bien après la discussion que ça a créée avec le public, d'entendre les différentes réactions. En effet, est-ce que c'est un flashback ensuite ou est-ce que c'est un flash forward ou qu'est-ce que c'est? Mais on donne un petit signe que c'est un flashback d'ailleurs. Il y a une sorte de plan qui est à l'envers. C'est les feux d'artifice. Voilà, exactement. Mais je crois que justement sur cette question de est-ce que c'est la fin de leur relation ou pas, pour moi, moi je voulais tout le temps garder ça un peu en suspens parce que pour moi, même quand on arrive au bout, et on a l'impression que plus jamais on va pouvoir se mettre face à face avec cette personne qu'on pensait qui était notre amour pour la vie. Et même quand on arrive à ce bout-là, moi je trouve qu'on peut toujours après s'apprendre. Voilà. Non mais c'est vrai, moi je trouve qu'en fait les relations sont très complexes. Je trouve que ces couples-là spécifiquement avec leur background très différent, les différences culturelles, les différences des langages, des religions, enfin tout, mais beaucoup d'autres couples qui n'ont même pas tous ces complexités-là peuvent avoir la même chose. Je crois que rien que de continuer à se chercher en tant que personne, à chercher sa voie professionnelle, mais aussi sa voie, quelle famille je veux créer, dans quel entourage je veux vivre, tout ça. Et je trouve qu'en fait, le fait que chacun de nous a une recherche personnelle qui n'est pas forcément la même de l'autre personne, même si on aime beaucoup la personne à côté de nous, ça va créer des décalages tout le temps. Et les relations sont construites avec ces décalages-là. Et ensuite, donc, je trouve que justement parce que c'est aussi complexe, ça peut amener des rebondissements pas possibles. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des moments horribles et suivis par des moments très romantiques. Et ça peut sembler très noir comme vision de relation, mais moi je trouve ça plutôt
la vie, en fait. Enfin, je ne sais pas si c'est optimiste, mais je trouve que c'est un peu... Et puis, l'idée aussi, c'était que même quand on arrive au bout du bout, on se souvient du début et de l'amour et qu'on vit aussi beaucoup dans une forme de le souvenir de quand on s'est rencontrés. Enfin, donc il y avait cette idée-là aussi. Tout à fait. Parce qu'en fait, le film raconte que ça se termine. Hein. Parce que tout ce que je dis là, c'est mon idée de peut-être qu'il pourrait se retrouver, peut-être parce qu'il se rappelle. Souvent parce qu'on se rappelle, je crois, du passé et de comment ça a commencé, et puis on se dit, ok, ça fait déjà 4-5 ans qu'on est ensemble, ça serait quand même dommage, bon. Et on a un bébé aussi, bon, faut quand même faire un effort. Et allez, hop, on reprend. Et ainsi, on vient faire un bébé, et on troisième. Moi, j'ai trouvé assez anxiogène, pour ma part, cette espèce d'obligation, parce que techniquement ça existe, cette obligation d'être tous les jours en contact, constamment en contact, et ne pas pouvoir, sous prétexte que justement techniquement on peut, ne pas pouvoir être seul, et se retrouver seul, et ne pas pouvoir se séparer 15 jours de son mari ou de son amant sans que ça fasse des histoires. Ah non, mais c'est... À un moment, je me suis dit, mais la comédienne, enfin le personnage, pourquoi est-ce qu'il ne raccroche pas en lui disant Tout à fait. quand t'as ton visa, on se voit et ça va être super. Ce serait bien. Et s'il arrive un truc, tu m'appelles évidemment, moi je t'appelle, mais bon, tu sais, en attendant. Non? Mais tout à fait, ils sont obsessionnels. Ils sont très obsessionnels et je trouve qu'en fait. Non, on est obsessionnels. Je trouve qu'en fait, les possibilités de regarder, si j'ai reçu là pendant ces 10 minutes, peut-être 15 messages sur WhatsApp, c'est ça qui est obsessionnel, d'aller courir et de les regarder. Et c'est pas que eux, en effet, on est obsessionnels puisqu'on a cette possibilité technique, on est devenus. Mes parents, ils étaient à un moment séparés entre deux pays, ils s'envoyaient des lettres. Et il s'appelait par collect call, juste pour raccrocher 2 secondes après, juste pour entendre la voix et savoir que la personne est en vie. Et nous, on est dans un boucle infini. Mais heureusement qu'il y en a qui arrêtent et qui savent raccrocher. Mais... Je pense que justement, c'est parce qu'il y a ces outils technologiques que ça devient addictif, et c'est un peu le propos du film aussi, de parler de ces effets pervers. Et d'ailleurs, moi je voulais savoir s'il y avait chez vous une intention au départ, au-delà le fait de mettre en évidence les effets pervers de ces échanges virtuels. Est-ce qu'il y avait justement une intention, d'une part, de montrer comment les échanges vidéo majorent le sentiment d'écart, de décalage qu'il y a dans toute relation amoureuse en général, c'est-à-dire que ça rend les choses encore plus compliquées alors que c'est censé faciliter la communication. Et deuxièmement, s'il y avait aussi une intention un tout petit peu féministe, parce que quand même, dans ce film, on se rend compte que ça reflète aussi une réalité courante, à savoir que même quand il y a des décalages, c'est quand même les femmes qui galèrent le plus dans ces situations, soit de distance, soit même de mode de vie conjoint, mais avec des rythmes différents. Oui. Élise, je sais que tu veux. Alors, sur l'idée que la... Enfin, en fait, on voulait bien sûr raconter comment la distance exacerbe les problèmes de ce couple et comment, enfin, ça les... Voilà, leur relation se dégrade à cause de la distance, mais aussi à cause de cette obsession d'être en contact, et que peut-être que s'ils avaient été... en effet, s'ils avaient su raccrocher, bah, ça aurait créé le manque, et peut-être que voilà, leur amour... Enfin, voilà, on s'est posé la question parce qu'ils étaient devenus un peu nos amis, en fait, ces deux
personnages. Donc on leur parlait, on leur disait bon, raccroche, ça suffit maintenant. Mais voilà, c'est sûr qu'il avait cette volonté dès l'écriture de raconter ça. Et puis après, après il y avait une volonté plus large, enfin je crois, hein. C'est toujours difficile un peu de se replonger dans l'écriture de pourquoi on a voulu faire les choses, parce que ça évolue tellement en plus après. Mais, bref, mais en tout cas, oui, on voulait aussi raconter que les histoires d'amour, elles sont, enfin les gens se rejoignent et en même temps, parfois aussi dans des impossibilités. En fait, ils ont chacun une histoire différente. Et comment, en fait, chacun avec ses manques beaucoup plus anciens et voilà, de leur histoire familiale chacune, enfin chacun avec leur histoire familiale, comment est-ce que l'amour était possible, et voilà, la solitude de cette fille la renvoie à le fait d'avoir été elle aussi une fille seule avec sa mère. Elle est en train de revivre quelque chose, donc ça la perturbe. Et lui, c'est un homme qui a été très très couvé, avec une famille très présente. Et tout d'un coup, il ne sait plus choisir en fait. Il ne sait plus choisir entre sa famille si présente et celle qu'il est censé construire. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, mais je crois que je rajouterais juste sur cette histoire aussi féministe d'une manière plus... voilà, c'est que en effet, c'est-à-dire que c'était très consciente, cette idée à la fois qu'elle est amenée à rester seule avec l'enfant, alors qu'elle vit sa vie et tout ça, mais aussi qu'en fait, elle prend les choses en main, cette fille. C'est pas elle a des petits moments où c'est très difficile, où elle va craquer, mais en fait, sinon, dans tous les films, on la voit quand même assez forte. Et d'une certaine manière, beaucoup plus axée, je ne sais pas comment dire, droite que lui, en fait, qui est un peu dans une recherche constante. Et donc, ça bascule, en effet. Mais je crois que c'était important pour nous, surtout, enfin, je sais pas si c'était important pour nous, c'est-à-dire que moi, dans le truc féministe, c'est souvent, ça vient pas par une idée, allez, on va faire un film féministe ou un truc comme ça, mais ça vient plutôt des choses personnelles aussi, de qui on est, de comment nous on voit les choses, aussi de ce qu'on voit autour de nous, des couples autour de nous, et de la manière que peut-être qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a plus des hommes à cet âge-là qui se cherchent, et les femmes continuent à comme ça avoir un but très clair, ou en tout cas elles lâchent moins. Et peut-être que c'est le mouvement féministe qui permet un peu ça, parce que les hommes, et en fait, c'est-à-dire qu'ils sont immatures, mais c'est-à-dire que... Quoi? Ils n'ont pas le choix. Qu'est-ce que c'est? Oui, voilà, mais en fait, avant, les hommes, ils étaient obligés toujours de garder cette face, genre l'homme qui va travailler, qui amène l'argent à la maison et tout ça. Et dès qu'en fait le mouvement féministe a un peu mis la femme sur le même... pas vraiment le même encore, mais bon, il y a... comme ça avance un peu. Ça nous rajoute juste un truc à faire. Oui, et du coup ça complexifie encore plus, parce que eux, justement, peuvent prendre plus de liberté dans leur relation. Voilà, c'est un peu large. J'arrive à toucher. Donc, on va voir la dernière question avec madame, parce qu'on est malheureusement contraint par le temps, donc je vous... Voilà. Courage. C'était une question, mais aussi un retour déjà sur le film qui m'a énormément plu. J'ai trouvé ça magnifique, ça m'a énormément touchée. Et j'ai une question, mais vous y avez répondu, en fait, je crois, sur où vous avez puisé votre inspiration, parce que c'était vraiment très, très authentique, très juste. Moi, dans l'interculturalité, dans la distance, moi, la scène du lait de brebis, je l'ai vécue. C'était pas d'Israël, mais c'était la Grèce, la même, avec belle maman par Skype qui me dit comment je dois m'occuper du petit. Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont dû le vivre. Et c'est vraiment, pour être complètement honnête, je suis venue ici parce que je me suis disputée avec le mien, je l'ai laissé avec le bébé, j'avais besoin de... Ça m'avait donné une magnifique énergie, et même ce que vous pouvez dire. Alors merci, je vais rentrer avec le sourire, je voulais faire la tête, alors... Merci.
pas s'il faut que je rajoute quelque chose, c'était vraiment bien. Oui, ça m'a l'air d'une belle conclusion. Je ne sais pas si vous voulez quand même dire un dernier petit mot. Mais... Non, bah merci, ça sort le 30 septembre. Oui, merci beaucoup. Envoyez des gens, il sera ici. Hein. Donc, on peut applaudir Keren Benrachel. Merci à tous les femmes, merci à vous, et merci à Tumblr, le distributeur qui nous a permis d'organiser cette avant-première aussi. Merci Marie.